Bonjour. Donc ce mois-ci, on était avec un grain de riz. D'abord le grain de riz de Maître Dogen, ensuite le grain de riz de Guichane et de sa vache. Et aujourd'hui, on va terminer avec le grain de riz de la ville de Luling. Donc je rappelle le koan qui se trouve dans le livre de l'équanimité. Un disciple demande au maître quelle est l'essence du zen et Seigen Gyoshi répond quel est le prix du riz à Luling. Alors, quand j'ai recopié ça, ça m'a un peu amusée parce que j'ai pensé, quand même, ces disciples, ils devaient bien savoir depuis au moins une centaine d'années qu'ils n'allaient jamais avoir une réponse du type Ah, c'est une bonne question, venez, on va boire un thé et puis je vais tout vous expliquer. Donc, ils devaient bien se douter que, et peut-être même échanger entre eux, à moi, il m'a répondu le cyprès dans la cour, à moi, il m'a répondu le réguling, etc. Et je me suis même demandé si ce n'était pas les disciples qui taquinaient un petit peu les maîtres comme ça. Mais ce type de réponse, ça nous oblige à nous arrêter un petit peu sur les mots. Alors, les mots, on les utilise tout le temps. Le Bouddha, après avoir longtemps hésité, s'est mis en route, si je peux dire, et il a commencé à parler et à donner des enseignements. Et pourtant, dans le zen, on dit, à la fin de ses 80 années, le Bouddha n'a pas dit un seul mot. Alors, les mots, bien sûr, c'est utile. Dans le concret, c'est très facile. Vous dites, passe-moi une assiette et vous avez une assiette. Voilà. Mais dès qu'on veut rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus difficile, enfin un petit peu moins concret, voilà, ça devient difficile. Décrire un paysage ou parler d'une personne, par exemple. Alors, on peut dire, c'est joli, c'est pas joli, sympathique, pas sympathique. Mais on voit bien que tout de suite, on entre dans des notions extrêmement subjectives. Et, il me semble, ce que ne voulaient pas dire les enseignants du Zen et du Chan et les enseignants d'aujourd'hui, ce qu'ils ne voulaient pas, c'est mettre dans l'idée de quelqu'un, leurs propres mots, leur propre approche du Dharma à travers des mots, leur compréhension à travers des mots. Parce que, en fait, chacune, va avoir à bâtir ou à approfondir sa propre connaissance, compréhension du Dharma. Et dans le zen, on dit, vous ne pouvez pas le recevoir de l'extérieur et vous ne pouvez pas le trouver à l'intérieur. Alors, c'est un autre koan un peu parce qu'on se dit, alors, comment, d'où? Vous ne pouvez pas le recevoir de quelqu'un. Parce que si quelqu'un vous explique le zen, l'essence du bouddhisme, etc., ça paraît parfait, bien sûr, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'en fait, c'est sa compréhension avec ses mots qu'il va vous donner. Vous risquez de vous y attacher et vous ne pourrez plus construire votre propre compréhension. Et si vous pensez, et ça c'est encore plus un petit peu subtil, et ça je le vois beaucoup, si vous pensez que vous allez trouver cette compréhension à l'intérieur de vous-même, alors vous allez utiliser vos propres termes subjectifs. Et donc vous n'aurez qu'un aspect subjectif, donc limité, de l'enseignement qui est sans limite. Et en fait, vous serez resté, et bien sûr c'est plus confortable, mais vous serez resté dans votre petit univers subjectif, incomplet et limité. Donc, le dharma, les enseignements, la vacuité, etc. Tout ça, c'est indicible au sens où on ne peut pas les dire parce que nos mots découpent la réalité et qu'on est dans une réalité avec un grand R qui est en fait indécoupable. Et pourquoi c'est indécoupable pour nous? Eh bien parce que nous en faisons partie, nous sommes dedans. Et pour dire quelque chose, il faut être à l'extérieur un petit peu, avoir un peu de distance par rapport à ce quelque chose. Vous savez, c'est pour ça que ça nous aide quelquefois de mettre nos émotions en mots ou d'en parler à quelqu'un. C'est parce que ça nous permet de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Mais mettre en mots le dharma, ça serait reconnaître d'une part qu'on peut prendre du recul, qu'on peut sortir sortir de là où l'on est, ce qui me paraît complètement impossible. Et puis, ça serait le reconnaître, le dharma, comme limité, comme découpable. Et même quand on dit « Ah, je ne peux pas en parler, c'est trop grand, c'est trop vaste », trop grand et trop vaste, on a déjà mis des notions. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que le langage est complètement inutile et qu'il ne faudrait jamais utiliser les mots? Alors là, c'est rigolo parce qu'on arrive au paradoxe, bien sûr. Hein. On a l'approche, par exemple, de Lindsay. Lindsay, il tapait, il criait, voilà, il essayait de faire sortir quelque chose de ses disciples sans utiliser les mots. Et puis surtout, on a l'approche de la méditation du zazen, parce que si on ne met pas les mots et si on ne met pas zazen, effectivement, il ne reste plus rien. Mais ce fameux dicton, en dehors, le zen, en dehors des mots et des lettres, sans s'appuyer sur les mots et les lettres, etc., oui,
oui, bien sûr, mais en même temps, Lindsay lui-même, parfois, il attrapait ses disciples, il les étranglait à moitié, il les secouait en leur disant parle, parle. Parce qu'on doit, d'une certaine façon, aussi pouvoir utiliser les mots, aussi subjectifs et incomplets qu'ils soient. Et Maître Dogen, dans un de ses textes du Shobogenzo, très beau texte sur Kannon, sur Kanzeon, il dit à un moment, on peut exprimer 90% avec les mots. Mais le hiatus, c'est 10% qui reste, c'est là. C'est là le dharma, c'est là notre vie, c'est là que se situe notre vie dans la voie et dans le dharma. Donc des mots, oui, mais en fait des mots qui ne donnent rien, des mots qui donnent seulement à voir la vérité avec un grand V qui est là sous notre nez. Et comment ils ont fait, les maîtres du Chan, du Zen, les maîtres contemporains? Eh bien, ils ont contourné ce problème en renvoyant les personnes qui attendaient une réponse. Et là, on revient un petit peu à tout ce qu'on a travaillé ce mois-ci. Une personne qui attend une réponse au sujet de l'essence du Zen, de la vacuité, etc., donc de l'indicible, en les renvoyant au monde des phénomènes, en leur disant, regardez, votre réponse, elle est là, exactement sous votre nez, le cyprès dans la cour, le bâton des toilettes, le riz de Luling. C'est pas parce que c'est vague ou mystérieux qu'ils répondent ainsi. Mais je dirais que c'est par compassion pour leurs disciples, pour pas mettre dans l'esprit de quelqu'un ses propres concepts, sa propre compréhension forcément limitée avec des mots, incomplètes. Et pourquoi renvoyer aux phénomènes? Eh bien, c'est ce qu'on a vu, c'est parce que ce sont les phénomènes et uniquement les phénomènes, dans les phénomènes, que nous allons voir la vacuité, le dharma, l'enseignement. Maître Dogen nous disait, quand vous regardez ce grain de riz de façon juste, vous voyez l'infini. Donc, pour pouvoir regarder de façon juste et voir l'infini, il faut faire notre propre chemin, pas avec les mots du maître et pas avec nos propres mots, mais avec notre pratique. Et ceci dit, quand même, le doigt qui montre la lune, c'est pas la lune, mais c'est quand même utile pour indiquer un chemin, une direction dans laquelle nous devons parler, dans laquelle nous allons avancer, et c'est pour ça que les maîtres ont parlé. Alors, vous voyez, ce qui m'a amusé au fil de ce travail, c'est qu'on tourne là, et puis on retourne, et puis on retourne, et puis on passe là. Enfin, voilà, on essaye de contourner ces 10% indicibles. Et moi, je trouve que c'est très amusant, en fait, cette espèce de « on va là, oui, mais pas tout à fait, on va là, oui, mais pas tout à fait », etc. Donc, je reviens à notre koan. Je le rappelle, donc le moine dit « quelle est l'essence de l'enseignement du Bouddha ?» Et c'est Gengyoshi, le maître, répond « quel est le prix du riz à Luling ?» Alors j'ai trouvé, puisque quand même les maîtres parlent finalement en essayant d'avoir des mots vides, des mots qui montrent juste l'indicible en quelque sorte à travers les phénomènes, quelques commentaires anciens ou modernes à ce koan. Le premier, c'est de Feng Yang. Feng Yang, c'était un maître chinois du Xe siècle. Lorsque cette personne, partie à la recherche de la voie, a posé une question sur le sens profond de notre école et que Seigen a répondu sur le prix du riz à Luling, l'esprit et l'environnement ont été en un instant tous deux anéantis. Une réponse d'enseignant moderne. Lorsque le moine interroge Seigen, il cherche une sorte de vérité constante qui puisse guider sa vie et lui apporter la sécurité. Mais Seigen ne la lui donne pas parce que la vérité n'a pas de forme particulière, elle n'est pas constante. Peut-être que Luling est un endroit où le riz est si abondant qu'il est totalement gratuit. Peut-être qu'essayer de vendre du riz à Luling, c'est comme vendre de l'eau au bord de la rivière. Qui en achèterait? Peut-être que le Bouddha Dharma est ainsi. Partout où l'on regarde, la terre est pleine d'êtres dorés et de Bouddha. Ou peut-être, le riz est-il si rare qu'il n'a pas de prix. Même avec tout l'argent du monde, il est impossible de l'acheter. Le Bouddha Dharma est-il assez? Un autre commentaire de Yamada Kohun Roshi, donc le fondateur de l'école Sambo Kyodai. Quel est le rapport entre le prix du riz et le sens profond du bouddhisme? La seule façon de comprendre est de le goûter soi-même. Nous sommes généralement dans le monde de l'illusion, ce qui signifie vivre dans le monde de l'opposition entre soi et l'autre. Et c'est une erreur. On nous dit alors que le vrai monde est le monde de l'unité. Pour réaliser ce monde de l'unité, nous nous asseyons en zazen. Dans ce monde de l'unité, l'univers et vous ne faites qu'un. Alors, chaque action épuise l'univers entier.
Lorsque vous mangez, il n'y a que le fait de manger et cette action épuise l'univers tout entier. Il n'y a pas de vérité ou quoi que ce soit d'autre en dehors de vous. Chacune de nos actions individuelles épuise l'univers tout entier. Il n'y a rien que nous devions rechercher en dehors de cela. Et il ajoute, pour donner un autre exemple, si quelqu'un me demande quel est le grand sens du bouddhisme, je pourrais dire combien coûte le billet de train pour Tokyo ou encore combien coûte un bol de soba. Et puis le dernier, alors évidemment, j'avoue, moi aussi j'aime bien les mots, j'ai une préférence pour celui-ci. Il est très contemporain. Il est de quelqu'un qui s'appelle donc Hotetsu, sur lequel j'ai absolument rien trouvé, sinon que Hotetsu, et je me demande si c'est un nom choisi pour ça, ça veut dire réapprovisionnement, pardon. Et voici son commentaire. Je suis allée à Luling acheter un sac de riz. J'ai payé quelque chose pour cela, l'essence du bouddhisme, je crois. Même si finalement le sac était vide, j'ai vécu grâce à ce riz depuis lors. Voilà, notre pratique n'est pas facile, mais je trouve que parfois elle est pleine de délices et j'ai envie de dire que même si la cérémonie est vide, elle réjouit mon cœur tous les matins et c'est pourquoi nous allons la partager maintenant.